Bonjour Pierre Bonjour. Moscovici. Vous rentrez de Monaco, vous n'y avez pas joué au casino. Pas vraiment, non. L'Union européenne a signé hier avec la principauté un accord pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors plus personne ne pourra désormais planquer son argent à Monaco. C'est un accord, comme j'en ai déjà signé avec d'autres pays comme la Suisse, le Liechtenstein, Andorre ou Saint-Marin, qu'on considérait comme des territoires non coopératifs. Certains disent des paradis fiscaux. Ça veut dire simplement que le secret bancaire, c'est fini. Désormais, il y aura ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations sur des comptes bancaires. Ces informations seront immédiatement disponibles, y compris pour les autorités. C'est une innovation. Jusqu'à présent, on faisait ce qu'on appelle l'échange à la demande. Autrement dit, je demande une info sur un compte à Monaco ou en Suisse ou au Liechtenstein. On me répond ou on ne me répond pas. On me répond vite ou on me répond lentement. On me répond partiellement ou on me répond totalement. Maintenant, c'est simple, échange automatique d'informations. Fin du secret bancaire dans toute l'Europe. Et Monaco manifeste sa volonté de coopérer davantage avec les autorités fiscales et de s'engager aussi dans les procédures de l'OCDE contre l'évasion fiscale. Je crois que tout ça, ça manifeste une chose, c'est que la révolution de la transparence fiscale est en marche. C'est l'Europe qui fait le ménage chez elle, c'est ça? Pas seulement l'Europe, c'est le monde. C'est une initiative qui a démarré il y a 3 ans, dans le cadre du G20, lancée par les Américains, avec les Allemands, avec les Français, avec les Britanniques, avec les Espagnols, avec les Italiens, et puis ensuite relayée par l'OCDE, c'est ce qu'on appelle l'initiative BEPS. Et nous sommes en train vraiment de modifier de fond en comble tout notre arsenal législatif contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, l'érosion des bases fiscales, et ça va se traduire concrètement dans quelques Ouais. temps. J'ai proposé une directive qui est en cours d'examen par le Conseil des ministres de l'économie et des finances. Ça va se traduire par un principe simple. Une entreprise paiera ses impôts là où elle crée des Parce que ça, bénéfices. c'est... Ça ouais. sera fini. Ça, c'est un gros problème avec ce qu'on appelle, vous savez, les GAFA, alors Google, Oui, Apple, Facebook, Amazon. pas On, seulement. on a évoqué Ikea aussi, qui est une... Les Oui. multinationales en général, elles ont des services Qu'est-ce que vous allez juridiques. faire? Vous allez les obliger à publier leurs résultats? Alors, il y a deux Alors, il y a choses. deux choses. Il y a Ouais. d'abord le fait que on va mettre en place tout un dispositif de lutte contre l'érosion des bases fiscales qui fait que, en effet, une entreprise ne sera plus dans la situation où elle est aujourd'hui parce qu'elle a un gros service juridique ou un gros service Les fiscal. entreprises qui Il y a enjambent il y a l'Europe. des entreprises qui ne payent pas d'impôts à l'endroit où elles font des bénéfices et qui payent peu d'impôts dans des endroits où elles ne créent pas de Ça, c'est pour quand, richesse. ça, Pierre Alors Moscovici? ça, c'est, je pense, Horizon. horizon je dirais 2017. Le projet de directive, il est là. Il doit être adopté. Je souhaite qu'il soit adopté rapidement par les ministres de l'économie et des finances, puis ensuite mis en place dans tous nos pays. Mais ça, c'est une vraie révolution. Parce que aujourd'hui, savez-vous qu'une PME paye 30% d'impôts de plus qu'une multinationale. Et nos concitoyens ne supportent plus ça. Ils ne supportent plus d'avoir été mis à contribution pour réduire les déficits, pendant que des grosses boîtes, vous en avez cité quelques-unes, mais moi je ne veux pas les nommer, c'est pas de ça dont il s'agit, parce que la législation est défaillante, elles ne fraudent pas, font de l'optimisation fiscale et payent pas ou peu Donc ça, d'impôts. C'est fini. payer les impôts et, encore un mot, également publier les résultats. Alors ça, c'est une autre demande, notamment des ONG, à laquelle je suis très sensible. C'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, le country by country reporting. C'est-à-dire qu'une multinationale doit publier, pays par pays, ses activités et ses résultats, ses données comptables et fiscales. Plus Alors, d'opacité. plus d'opacité. Alors, il y a un débat quand même, hein. L'OCDE a fixé une norme que nous allons transposer au niveau européen, qui est que désormais, ces données comptables et fiscales seront disponibles entre administrations fiscales. Pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Et la question, c'est de savoir si on doit aller plus loin, c'est-à-dire si on doit rendre ça public, c'est-à-dire si tout le monde, le citoyen, doit pouvoir consulter ces données. J'y suis favorable. Et j'ai le sentiment que c'est un mouvement qui est en train de gagner de la force. Je vois que des ministres qui, jusqu'à présent, pour des raisons différentes, ne s'étaient pas engagés là-dedans, la France, qui attendait que les autres le fassent, la Grande-Bretagne, ils sont favorables. À la Commission européenne, j'y suis favorable et je suis commissaire à la fiscalité. D'autres, comme ma collègue chargée de la concurrence, y sont favorables. Je pense que la question n'est plus de savoir si on va rendre public ces données, mais quand. Mais quand? Et moi, je souhaite que ce soit vite. On est en train de faire ce qu'on appelle une étude d'impact pour voir si ça pénalise la compétitivité. Si ça ne pénalise pas la compétitivité, et c'est mon sentiment, nous prendrons une initiative en avril sur ce point pour avancer. Donc la Commission européenne est à l'offensive pour la transparence fiscale. Guy Berenbaum. Alors, il y a un chiffre incroyable qui est sorti hier. Enfin, moi, je le trouve incroyable. C'est l'entreprise Anderson Consulting qui l'a sorti. 1150 milliards de dollars de dividendes ont été versés en 2015 aux actionnaires. Et alors, en Europe, Dans le monde. dans le monde, en Europe, le pays le plus généreux, c'est la France.
47 milliards de dollars de dividendes en 2015, devant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou les Pays-Bas. Comment un citoyen français entend ça ce matin? C'est un autre problème. Ça, Tout à fait. C'est la santé des entreprises, c'est leur taille. J'ai pas de commentaire à faire. Mais je vais vous donner un autre chiffre, puisque vous êtes sur ces chiffres considérables. On estime que ce qui est perdu à travers ces mécanismes d'optimisation fiscale ou d'évasion fiscale ou de fraude fiscale, je ne les confonds pas. L'optimisation fiscale profite des lois existantes. La fraude fiscale, c'est autre chose. C'est entre 50 à 70 milliards par an. Pour la France? Pour l'Europe. 50 à Mmh. 70 milliards par an. Et pensez à ce que ça ferait si ces 50 à 70 milliards d'euros rentraient dans les caisses de l'État ou pouvaient être Qu'est-ce que ça redistribués représenterait pour vers la les France? entreprises, par exemple, Ça en représenterait termes de quoi pour la baisse France? d'impôt sur les sociétés. Je ne raisonne pas uniquement France, je raisonne Europe. Ouais. Mais ce sont des chiffres tout à fait considérables. La France, c'est 20% de ça, en gros. D'accord. Et c'est peut-être plus, compte tenu de la structure des entreprises. Oui. Je ne suis pas capable de l'évaluer. C'est donc dire que ce sont des chiffres significatifs. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour la France. Et je ne parle pas d'un autre sujet qui est la fraude à la TVA, auquel on va aussi s'attaquer, puisque demain, la Commission aura un débat là-dessus. Vous voyez qu'en matière fiscale, mon cheval de bataille pour les 5 ans, il est simple. Transparence, lutte contre la fraude. Pierre Moscovici, le débat français s'envenime autour de la réforme du Code du travail voulu par le président François Hollande. Texte très critiqué par une partie de la gauche. Vu de Bruxelles, est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous? Alors, d'abord, vu de Bruxelles, on n'a pas à se prononcer sur le Ouais. détail d'une réforme. Je peux simplement donner deux principes. Le premier, c'est que nous estimons en effet que les pays où on fait des réformes du marché du travail, où on le rend à la fois plus flexible et plus sûr, ce sont les pays qui ont la capacité à créer de l'emploi. Si vous avez un marché du travail sur lequel on ne peut pas entrer et on ne peut pas sortir, par définition, c'est un marché qu'on appelle un marché d'insiders. Ceux qui sont dedans s'y sentent bien, mais le taux de chômage ne baisse pas. Et il y a une corrélation C'est ce directe. qui se passe chez nous. Il y a une c'est un peu ce qui se passe. Donc il faut en effet réformer le marché du travail. Après, deuxième chose, la Commission européenne plaide pour ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire pour un bon équilibre entre la flexibilité qui permet justement d'entrer plus facilement et dans certaines conditions, par exemple les licences économiques, de sortir plus facilement, mais assortie de sécurité. Et la question qui va se poser dans le débat français, je ne m'en mêle pas, vous l'avez compris, c'est de savoir si on a le bon équilibre entre la flexibilité et la sécurité. Et j'ajoute que nous sommes aussi favorables au dialogue social. Bref, mon sentiment, je ne veux pas faire davantage, je ne dis pas de l'ox de bois, mais trop de prudence. Mon sentiment, c'est que c'est un projet qui était sans doute nécessaire, mais qui devra encore être discuté. Il sera discuté avec les partenaires sociaux, avec le Parlement. Ils font sans doute de la sérénité là-dessus. Mais comment expliquez-vous que quand vous dites, quand la Commission, quand tout le monde dit plus flexible et plus sûr, on entend plus flexible et plus sûr pour les patrons? On a l'impression que c'est cette petite musique-là qu'on entend. Non, il s'agit bien de l'intérêt des salariés, Oui. de l'intérêt des travailleurs. J'entendais sur une antenne proche de celle-ci le président de la République française dire il y a quelques jours qu'aucun travailleur n'y perdrait sur France Inter. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on a une réforme, il ne faut sans doute pas la considérer comme achevée. Il faut aussi la considérer comme un point de départ. Il faut entrer dans ce débat avec une certaine sérénité et sans doute, et par le dialogue social et par le débat parlementaire, trouver le bon équilibre entre la flexibilité et la sécurité. Mais de notre point de vue, c'est clair, une réforme du marché du travail français est absolument indispensable. Après, c'est aux parlementaires, c'est au gouvernement et aux parlementaires de trouver le bon équilibre. Vous êtes toujours de gauche, Pierre Moscovici. Moi, je suis complètement de gauche. Parce que pour vous, c'est une réforme portée par la gauche. Elle peut être portée par la gauche française aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne me prononce pas sur ce point. Je suis plus dans le débat français. Vous avez vu l'état de la gauche française, elle est totalement divisée aujourd'hui. Moi, je reste de gauche. Qu'est-ce que c'est être de gauche? C'est continuer à promouvoir des valeurs qui sont simples, qui luttent contre les inégalités. Pour un homme de droite, l'inégalité existe, mais elle est inéluctable. Pour un homme de gauche, l'inégalité existe, mais elle est inacceptable. C'est au fond ce qui fait la différence. Après, il y a sans doute plusieurs gauches ou plusieurs façons d'être de gauche. Et moi, je suis un social-démocrate et je crois qu'il faut assumer les modernisations nécessaires. Mais toujours en gardant en tête cette idée précise, nous sommes là pour lutter contre les inégalités et les injustices. Et j'ajoute, avec le souci de rassembler la gauche dans sa diversité. Voilà ce que serait ma définition, mais elle est vague, vous comprenez. Manuel Valls, il en a une de définition, là, à l'instant, c'est tout chaud, qui dit « Être de gauche, c'est regarder la réalité en face ». Ça vous convient, ça vous paraît juste, ou est-ce que c'est pas finalement noyer le poisson? Je ne veux pas faire un dialogue en direct par Non, antenne mais interposée. enfin bon, voilà une définition, vous avez donné la vôtre. J'ai donné la mienne. Est-ce que c'est la même?
Pas tout à Chacun fait. d'en juger. Bah, pas oui. tout à fait. Moi, je pense qu'être de gauche, c'est toujours vouloir contribuer. Certes, il faut regarder le monde tel qu'il est, mais il faut aussi vouloir le changer. Et le changer en réduisant les inégalités. La gauche, c'est un ensemble de valeurs qui est partagé par beaucoup de gens qui, pour le reste, ont des incarnations politiques différentes. Il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a d'autres types de gauche. Il faut les respecter. Moi, je suis un socialiste social-démocrate, un réaliste comme Manuel Valls, et quelqu'un qui pense qu'il faut changer le monde et changer les inégalités, le faire avec, de manière réaliste, sans doute, mais de manière déterminée. Alors la gauche est face au problème des migrants, comme chaque pays membre de l'Union européenne. Il y a aujourd'hui l'évacuation d'une partie de la jungle de Calais. Pierre Moscovici, pour vous, c'est à qui la faute, cette histoire de Calais, ce point de crispation? C'est la Grande-Bretagne qui ferme ses portes, qui ne joue pas le jeu? Calais est une situation franco-britannique, ou française d'abord, britannique ensuite, que je ne veux pas commenter maintenant, d'autant qu'il peut y avoir des décisions de justice qui seront prises dans la journée et des décisions exécutoires qui seront prises également. Ce que je sais, c'est qu'il est important d'agir, d'ailleurs, comme Bernard Cazeneuve le dit, avec la fermeté nécessaire pour protéger nos frontières, pour éviter aussi qu'il y ait des abcès de fixation à travers des formes de bidonvilles, mais il faut aussi le faire avec humanité. Et c'est très important ça, parce que, vous savez, un réfugié, quand je suis né, mon père était réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui vient dans un pays où il a confiance, parce qu'il fuit des régimes qui attentent à sa vie et à sa liberté profondément. Et nous avons le devoir d'accueillir. Nous avons le devoir d'accueillir des réfugiés. Une Europe qui serait inhumaine, une Europe qui ferme ses frontières, une Europe qui n'entend pas cette misère et cette souffrance qui frappe à ses portes, ce n'est pas une Europe qui est conforme à ses valeurs, justement. Mais en même temps, il faut protéger nos frontières. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Commission européenne propose la création d'un corps de garde-frontières ou de garde-côte européen. Et je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Ne pas accueillir tout le monde, limiter les flux, mais en même temps accueillir et intégrer ceux qui ont vocation à rester là. Est-ce qu'il faut revoir les accords du Touquet, notamment, qui font de fait de Calais la Non, frontière britannique? ça, honnêtement, c'est une question franco-britannique sur laquelle je ne peux pas et ne veux pas me prononcer. Pierre Moscovici, puisque vous évoquez la Grande-Bretagne, on a tous dans l'esprit le Brexit, pardon pour ce terme, c'est la sortie possible via un référendum de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Boris Johnson, le maire de Londres, fait déjà campagne pour la sortie de l'Union. On a l'impression que chacun tire son épingle du jeu et que l'Europe est devenue une sorte de paillasson des ambitions personnelles. D'abord, un référendum sur l'Europe, c'est jamais simple, et cette campagne devrait être menée avec beaucoup d'ardeur. Je garde des souvenirs de ce qui nous est arrivé en France en 2005. Il ne faut pas penser que c'est gagné d'avance. Mais en même temps, non. Je pense que la Grande-Bretagne a toujours un rapport particulier à l'Union européenne. N'oublions pas que c'est un pays qui n'est pas membre de l'euro, qui n'est pas membre de Schengen, qui demande des retours budgétaires. Oui, depuis c'est I want my money back de Madame Thatcher. Oui. Je veux retrouver mon pognon, disons-le franchement. Et je crois que l'accord qui a été trouvé vendredi est finalement assez équilibré. Parce que d'une part, il reconnaît les spécificités britanniques, notamment celle de la City, mais il n'interdit pas aux autres, notamment ceux qui ont en commun l'euro, de s'intégrer davantage, d'aller de l'avant. Il faudra que nous restions ensemble, un Royaume-Uni dans une Europe unie, mais un Royaume-Uni qui aura des spécificités, et une Europe unie qui devra s'unifier davantage. Et je pense notamment à l'euro. Il faudra prendre des initiatives pour aller plus loin dans ce qu'on appelle la gouvernance de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro, un Parlement de la zone euro, un budget de la zone euro. On n'y est pas encore, mais soyons conscients que cette Europe, elle doit accélérer autour de l'euro et en même temps, elle doit conserver le Royaume-Uni en son sein. Il est 8h sur France Info. Merci beaucoup Pierre Merci à vous. Moscovici.